History Secrets. Il existe un moment où une société cesse d'évoluer, mais ne réalise pas encore qu'elle a déjà commencé à se fissurer. Elle continue de fonctionner, les institutions existent toujours, les discours continuent d'être prononcés, les indicateurs semblent encore acceptables. Mais quelque chose d'invisible commence à se désagréger de l'intérieur. La cohésion se fragilise. La confiance se dissout, et lentement, le système perd sa capacité à se soutenir. Ce que nous allons voir ici n'est pas une prédiction absolue. C'est une lecture possible, construite à partir de schémas historiques, de dynamiques sociales et de décisions politiques accumulées au fil du temps. Et peut-être le plus inconfortable est ceci: l'effondrement vient rarement de l'extérieur. Il naît de l'intérieur. Le récit commence par un exemple concret. Un pays qui, pendant longtemps, a été vu comme un symbole de stabilité, de prospérité et de qualité de vie. Un pays qui semblait avoir trouvé un équilibre rare entre richesse, sécurité et bien-être. Mais cet équilibre a commencé à se tendre. Ces dernières années, des changements structurels se sont accumulés. La croissance démographique accélérée, stimulée par des flux migratoires intenses, a concentré des millions de personnes dans quelques centres urbains. Cela a généré un effet en chaîne. Les prix de l'immobilier ont explosé. Le coût de la vie a augmenté de manière continue. La pression sur les services publics s'est intensifiée. Dans le même temps, les salaires n'ont pas suivi ce rythme. Le résultat a été une équation instable. Travailler a cessé de suffire pour garantir une sécurité de base. Dans certaines villes, il est devenu presque impossible de survivre sans un revenu bien supérieur à la moyenne. Et lorsqu'une société atteint ce point, les conséquences commencent à apparaître. La criminalité augmente. La population sans abri s'accroît. La dépendance se répand comme un symptôme, et non comme une cause. Mais ici surgit une question centrale. Il est facile de pointer des coupables visibles. Les immigrés, les étrangers, les nouveaux groupes sociaux. Ceux qui sont arrivés plus récemment deviennent la cible immédiate de la frustration collective. Après tout, ce sont eux que l'on voit au quotidien, dans les fils, dans les rues, dans les statistiques. Mais cette explication est superficielle. Elle ignore des couches plus profondes de la structure. L'expérience même de ceux qui vivent ce processus révèle une autre dimension. L'histoire d'une famille arrivée des décennies plus tôt, cherchant une vie meilleure, montre un contraste important. Ils venaient d'un contexte d'extrême pauvreté. Un environnement où même les éléments de base étaient considérés comme un luxe. La migration représentait non seulement une opportunité économique, mais une échappatoire à une réalité presque inimaginable selon les standards actuels. Et, au début, il y avait de la gratitude. Mais aussi des difficultés. Un travail acharné, des emplois précaires, une discrimination silencieuse, des barrières culturelles. La promesse d'ascension existait, mais elle n'était pas automatique. Elle exigeait un effort extrême, une adaptation constante, et souvent, l'acceptation de conditions que peu accepteraient volontairement. Malgré tout, il existait une différence fondamentale. À ce moment-là, le système parvenait encore à absorber ces trajectoires. Il y avait de la place pour la mobilité. Il y avait une marge pour la croissance. Avec le temps, cette marge a commencé à disparaître. Et c'est ici que l'analyse change de direction. Le problème ne réside pas seulement dans ceux qui entrent dans le système. Il réside dans la manière dont le système est structuré pour y faire face. Pour comprendre cette dynamique, il est nécessaire d'observer les incitations qui soutiennent les décisions politiques. Derrière les politiques publiques, il existe toujours une logique de maintien de l'équilibre. Mais cet équilibre n'est pas neutre. Il sert des intérêts spécifiques, souvent invisibles pour ceux qui observent de l'extérieur. Une génération en particulier occupe une position centrale dans ce contexte. Une génération qui a accumulé richesse, stabilité et pouvoir au fil des décennies. Qui a grandi dans une période d'expansion économique, de sécurité géopolitique et de croissance continue. Cette génération en est venue à dépendre de 3 piliers fondamentaux. Le maintien de ses retraites, l'accès à un système de santé large et fonctionnel, la valorisation continue de ses actifs, notamment immobiliers. Pour soutenir ces 3 piliers, l'économie doit continuer à croître. Et pour que l'économie croisse, il existe peu d'alternatives structurelles. Exploiter les ressources naturelles de manière plus intense. Stimuler l'innovation et l'entrepreneuriat à grande échelle. Ou augmenter la population économiquement active. Chacune de ces options a un coût. L'exploitation des ressources entre en conflit avec les valeurs environnementales. L'encouragement à l'entrepreneuriat exige une réduction du contrôle étatique et davantage de risques. L'immigration, quant à elle, offre une solution plus immédiate. Elle injecte de la main-d'œuvre.
augmente la consommation, soutient la croissance à court terme. Mais elle crée aussi des pressions. Et ces pressions ne sont pas réparties de manière égale. Tandis que certains en bénéficient directement, d'autres en absorbent les coûts. Cette asymétrie génère des tensions sociales. Et lorsque ces tensions ne trouvent pas d'explication claire, elles cherchent des cibles simples. C'est à ce moment que surgissent les récits conspirationnistes. Des théories qui tentent d'expliquer le phénomène, comme le résultat de plans cachés, de coordination globale ou d'intentions délibérées de destruction culturelle. Mais il existe une autre lecture. Peut-être que le système n'est pas dirigé par une intelligence supérieure. Peut-être qu'il est conduit par des décisions fragmentées, des intérêts immédiats et une incapacité collective à gérer les conséquences à long terme. Cette possibilité est moins confortable, parce qu'elle élimine l'idée d'un contrôle central, et nous oblige à considérer quelque chose de plus difficile. L'hypothèse que l'effondrement n'est pas planifié. Il est émergent, résultat de choix rationnels à court terme, qui deviennent destructeurs à long terme. Pour comprendre cela plus profondément, il est nécessaire d'observer la structure plus large, non seulement d'un pays spécifique, mais de tout un modèle de société. Une société construite sur une abondance relative, une sécurité prolongée et l'absence de menaces externes significatives. Lorsqu'un système fonctionne pendant longtemps sans grande rupture, il tend à développer certaines caractéristiques spécifiques. Il devient plus régulé, plus prévisible, plus dépendant de la stabilité. Mais cette stabilité a un prix. Elle réduit l'adaptabilité. Et en réduisant l'adaptabilité, le système devient vulnérable à des changements lents, mais continus. Des changements qui ne sont pas perçus comme des crises immédiates, mais qui, accumulés, transforment complètement la structure. Dans ce contexte, l'identité collective se transforme également. Elle cesse d'être basée sur des objectifs communs clairs et commence à être soutenue par des valeurs abstraites, des normes sociales et des structures institutionnelles. Cela peut fonctionner pendant un certain temps. Mais sous pression, ces structures commencent à révéler des fragilités. Et lorsque cela se produit, la société entre dans un état particulier. Elle fonctionne encore, mais ne sait plus exactement pourquoi. Alors surgit une question inévitable. Qu'est-ce qui maintient réellement une société unie lorsqu'elle ne possède plus un objectif commun clair? Pendant de longues périodes de stabilité, de nombreuses nations cessent d'être guidées par une mission concrète et commencent à se soutenir par des mécanismes plus subtils. Des valeurs partagées, des normes implicites, des comportements appris depuis l'enfance. Mais ces éléments, bien que puissants, ne sont pas indestructibles. Ils dépendent de quelque chose d'invisible. La confiance. La confiance que les règles ont du sens. La confiance que l'effort sera récompensé. La confiance que le système, malgré ses imperfections, fonctionne encore. Lorsque cette confiance commence à se détériorer, quelque chose change profondément. Et le plus intéressant est que ce changement ne se produit pas de manière abrupte. Il est silencieux, presque imperceptible au début. Les gens continuent de travailler, d'étudier, de payer leurs factures, de suivre leur routine. Mais intérieurement, la relation avec le système n'est plus la même. Une distance apparaît, un doute constant. Et, avec le temps, ce doute se transforme en comportement. Les règles commencent à être suivies non par conviction, mais par convenance. La coopération laisse place à la prudence. L'empathie commence à être remplacée par la méfiance. C'est un point critique. Parce qu'une société ne s'effondre pas seulement lorsqu'elle manque de nourriture, d'argent ou de sécurité. Elle s'effondre lorsqu'elle perd sa capacité de coopération spontanée. Et cette capacité est directement liée à la perception de justice. Si le système commence à paraître injuste, même s'il fonctionne encore, les individus commencent à agir de manière défensive. Ils rivalisent davantage, font moins confiance, protègent uniquement leurs propres intérêts. Et cela crée un effet en cascade. Maintenant, pour comprendre pourquoi ce processus s'intensifie, nous devons observer une caractéristique spécifique de ce modèle social. L'absence d'ambition collective. Dans certains contextes historiques, l'ambition a été le moteur de transformation. C'est elle qui a impulsé l'innovation, l'expansion et le développement. Mais il existe un paradoxe. Lorsqu'une société atteint un niveau élevé de confort et de sécurité, l'ambition cesse d'être valorisée. Elle commence à être perçue avec suspicion, comme quelque chose d'agressif, d'inutile, parfois même d'indésirable. Dans cet environnement, une culture de modération émerge. Éviter les risques, éviter les conflits, éviter les changements brusques. À première vue, cela semble positif. Mais, à long terme, cela crée un problème structurel. Sans ambition, il n'y a pas de renouvellement. Sans renouvellement, il n'y a pas d'adaptation.
Et sans adaptation, toute modification externe, même minime, commence à produire un impact disproportionné. Ce schéma peut être observé dans différents aspects du comportement collectif. Une tendance croissante à l'obéissance. Les individus commencent à faire confiance de manière excessive aux autorités, aux experts et aux institutions. Non pas par analyse critique, mais par habitude. Suivre les règles devient plus important que les questionner. Une autre caractéristique est le besoin constant d'éviter les conflits. Dans une société très diverse, éviter d'offenser devient une priorité. Cela crée une couche supplémentaire d'autocensure. Les gens cessent d'exprimer certaines opinions non pas parce qu'ils ont changé d'avis, mais parce qu'ils préfèrent éviter les frictions. Et, enfin, quelque chose de plus subtil apparaît. La normalisation de la médiocrité. Non pas au sens d'incapacité, mais au sens d'absence de recherche d'excellence. Si personne ne doit trop se démarquer, si l'ambition est perçue comme quelque chose de négatif, alors, la moyenne devient la norme idéale. Cela stabilise le système pendant un certain temps. Mais le limite également. Parce que cela élimine les extrêmes qui, normalement, impulsent la transformation. Et ici apparaît un contraste intéressant. Théoriquement, une société avec un haut niveau de richesse, de sécurité et de temps libre devrait offrir des conditions idéales pour générer de l'innovation, une pensée profonde et des contributions significatives à l'humanité. Mais, en pratique, cela ne se produit pas toujours. Au contraire, le système peut entrer dans un état de complaisance. Les individus s'installent dans le confortant. La pensée critique diminue. La recherche de sens est remplacée par le confortone. Et, progressivement, le potentiel collectif cesse d'être exploité. À ce stade, l'analyse se connecte à une dimension encore plus large. La relation entre les générations. Il existe une génération spécifique qui a grandi dans un contexte complètement différent. Une période d'expansion économique, de croissance continue et d'amélioration progressive de la qualité de vie. Cette génération a appris que le monde fonctionne d'une certaine manière, que le progrès est garanti, que la croissance est naturelle, que le système trouvera toujours une solution. Mais le problème est que ces prémices ne sont pas éternelles. Elles dépendent de conditions spécifiques. Et lorsque ces conditions changent, le comportement appris commence à produire des effets inattendus. Cette génération a accumulé du pouvoir. Pouvoir économique, pouvoir politique, pouvoir culturel. Et avec cela, elle a commencé à influencer directement les décisions qui façonnent le système. Mais il existe un conflit implicite. Maintenir le niveau de vie de cette génération exige une croissance continue. Et cette croissance, dans un environnement déjà saturé, doit être soutenue par des mécanismes de plus en plus artificiels. L'un de ces mécanismes est l'expansion démographique via l'immigration. Un autre est la valorisation constante des actifs, comme l'immobilier. Un autre encore est l'expansion des systèmes publics qui dépendent d'une base de contributeurs de plus en plus large. À court terme, ces solutions fonctionnent. Mais à long terme, elles génèrent des déséquilibres. Et ces déséquilibres retombent principalement sur les générations plus jeunes, qui font face à un scénario complètement différent. Moins d'opportunités, plus de compétition, plus d'incertitude. Et, peut-être le plus important, moins de perspectives d'ascension. Cela modifie profondément le comportement. Les jeunes commencent à reporter des décisions importantes, à éviter des engagements à long terme, à remettre en question la valeur de suivre le chemin traditionnel. Et l'une des conséquences les plus visibles est la baisse du taux de natalité. Mais cette baisse n'est pas seulement économique. Elle est psychologique. Elle reflète une perception d'un avenir incertain. Et lorsqu'une société perd confiance dans l'avenir, elle commence à entrer dans un état de retraite. Moins d'investissement, moins de risques, moins de construction, plus de préservation, plus de prudence, plus d'isolement. Ce mouvement, bien que compréhensible, accélère le processus même de stagnation, créant un cycle difficile à interrompre. Il existe une expérience qui aide à illustrer ce type de dynamique de manière presque perturbante. Dans les années 1960, le scientifique social John B. Calhoun a mené une série d'études connues sous le nom de AI Utopie des rats, zoo. La proposition était simple, mais radicale. Créer un environnement sans pénurie. De l'eau en abondance. De la nourriture illimitée. Une absence totale de prédateurs. Une température contrôlée. Un espace suffisant. En théorie, ce serait le scénario idéal pour qu'une société prospère. Mais ce qui s'est produit a été exactement l'inverse. Au début, la population a rapidement augmenté. Les ressources étaient abondantes. Et il n'y avait aucune raison apparente de conflit. Tout semblait fonctionner parfaitement. Mais,
Avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Les structures sociales ont commencé à se détériorer. Les hiérarchies ont cessé de fonctionner. Les schémas de comportement sont devenus erratiques. La coopération a disparu. Les individus ont commencé à présenter des comportements extrêmes. Violence gratuite, agressivité sans but, isolement social, effondrement des relations. Et finalement, la population est entrée en déclin. Même avec des ressources limitées. Même sans menace externe. La société s'est effondrée pour des causes internes. Calhoun a appelé ce phénomène Aike, gouffre comportemental ou E. Et encore aujourd'hui, cette expérience continue d'être débattue car elle soulève une hypothèse inconfortable. Peut-être que l'abondance, à elle seule, ne suffit pas à soutenir une société saine. Peut-être existe-t-il une limite invisible, un point où l'absence de défi commence à éroder la structure sociale elle-même. Si nous relions cette idée au contexte actuel, une lecture possible émerge. Nous vivons à une époque où de nombreuses limitations historiques ont été réduites ou éliminées. La pénurie extrême, qui a façonné une grande partie de l'histoire humaine, n'est plus le facteur dominant dans de nombreuses régions du monde. Mais cela n'a pas éliminé la compétition. Cela l'a simplement transformée. Car il existe quelque chose qui ne peut pas être distribué de manière infinie. Le statut, la reconnaissance, le pouvoir, la position sociale. Ces éléments restent limités. Et lorsqu'une société produit plus d'individus cherchant du statut que de positions disponibles, un phénomène connu sous le nom de surproduction d'élite apparaît. De plus en plus de personnes qualifiées, de plus en plus de compétition, de moins en moins de place. Et lorsqu'il n'y a pas d'issue à cette pression, le conflit s'intensifie. Pas nécessairement de manière physique, mais psychologique, sociale, culturelle. Les conflits cessent d'être externes et deviennent internes. Les groupes entrent en compétition les uns avec les autres. Les récits s'opposent. La polarisation augmente. Et dans cet environnement, la coopération devient encore plus difficile. Ce contexte permet de comprendre un comportement qui devient de plus en plus courant. Le refus d'investir dans l'avenir. Pas seulement sur le plan financier, mais aussi sur le plan existentiel. La décision de ne pas avoir d'enfant, par exemple, peut être vue sous un autre angle. Ce n'est pas seulement une question économique. C'est une réponse à un environnement perçu comme instable. Si l'avenir semble incertain, si les opportunités semblent limitées, si la compétition paraît excessive, alors l'impulsion naturelle de continuité commence à s'affaiblir. Et cela crée un effet encore plus profond. Parce qu'une société qui cesse de se reproduire, non seulement biologiquement mais aussi culturellement, commence à perdre sa continuité historique. Elle commence à exister dans le présent, sans projection claire vers l'avenir. Et cela modifie complètement la manière dont les décisions sont prises. Le court terme commence à dominer. Le long terme perd de son importance. Et lorsque cela se produit, les solutions adoptées tendent à devenir de plus en plus immédiatistes. Maintenant, il existe un élément supplémentaire qui intensifie ce processus. La relation avec le pouvoir. Dans de nombreux contextes, en particulier dans le monde occidental, il existe une concentration significative de pouvoir entre les mains d'une génération spécifique. Une génération qui, comme nous l'avons vu, a accumulé richesse, stabilité et influence au fil des décennies. Mais il y a un détail important. Cette génération n'a pas seulement accumulé du pouvoir. Elle vit également plus longtemps que toute génération précédente. Les progrès de la médecine, l'accès à des systèmes de santé avancés et l'amélioration des conditions de vie ont considérablement prolongé l'espérance de vie. Cela crée une situation inédite. Le pouvoir reste concentré plus longtemps. Et cela réduit la vitesse de renouvellement du système. Les nouvelles idées mettent plus de temps à émerger. Les nouveaux dirigeants rencontrent davantage d'obstacles. Les nouvelles structures ont du mal à s'établir. Et, en même temps, cette génération a des incitations claires à maintenir le système tel qu'il est. Parce que le système actuel soutient son niveau de vie. Ce n'est pas nécessairement le résultat d'une mauvaise intention, mais d'un alignement d'intérêts. Maintenir la stabilité. Éviter les changements radicaux. Protéger ce qui a été acquis. Le problème est que, dans un environnement en transformation, l'absence de changement devient aussi un risque. Parce que le monde extérieur continue d'évoluer. Et un système qui ne s'adapte pas perd inévitablement en compétitivité. À ce stade, l'analyse atteint une dimension plus symbolique. L'idée d'empire. Historiquement, les empires ne s'effondrent pas uniquement sous l'effet d'attaques extérieures. Souvent, le processus commence de l'intérieur. Un excès de confiance. Une expansion excessive.
une déconnexion entre la direction et la réalité. Et, peut-être le plus important, l'incapacité à reconnaître ses propres limites. Il existe une image puissante qui peut aider à comprendre cela. L'image d'une force qui, en cherchant à affirmer sa propre grandeur, finit par détruire ce qui soutient son existence. Une dynamique dans laquelle la quête de pouvoir se transforme en autosabotage. Et dans ce contexte, une hypothèse troublante apparaît. Celle selon laquelle les systèmes peuvent continuer à fonctionner même lorsqu'ils sont déjà compromis. Ils peuvent continuer à s'étendre, même lorsque cette expansion n'est plus soutenable. Ils peuvent continuer à prendre des décisions qui semblent rationnelles à court terme, mais qui à long terme accélèrent leur propre effondrement. Face à tout cela, une question inévitable se pose. Que peut-on faire? Et c'est peut-être la partie la plus difficile. Parce que, lorsqu'un système atteint ce niveau de complexité, les solutions cessent d'être simples. Il n'existe pas d'action unique capable d'inverser le processus. Il n'existe pas de point central pouvant être ajusté pour tout corriger. Et, plus encore, il existe un facteur humain fondamental. Les personnes qui soutiennent ce système ne sont pas abstraites. Ce sont des pères, des mères, des membres de la famille, des individus qui ont construit leur vie au sein de cette structure. Et cela crée un dilemme. Parce que tout changement significatif implique un coût. Et ce coût n'est pas seulement économique. Il est émotionnel. Il est social. Il est existentiel. C'est pourquoi, bien souvent, le système continue. Non pas parce qu'il fonctionne parfaitement, mais parce que le changement semble encore plus risqué. Peut-être que le point le plus inconfortable de toute cette analyse ne réside ni dans les données, ni dans les modèles, ni dans les comparaisons historiques. Il réside dans la responsabilité. Parce que, tout au long de ce processus, il existe une tendance constante à chercher des coupables externes. Un ennemi visible, une force organisée, une explication qui simplifie la complexité. Mais cette recherche, la plupart du temps, sert davantage de soulagement que de compréhension. Elle déplace le problème. Et, en déplaçant le problème, elle empêche qu'il soit réellement affronté. Lorsque nous regardons de plus près, nous réalisons que de nombreuses dynamiques qui mènent à l'effondrement ne sont pas imposées de l'extérieur. Elles émergent de l'intérieur. Elles sont le résultat de décisions accumulées, d'incitations mal alignées et de comportements qui, pris isolément, semblent rationnels, mais qui, collectivement, produisent des conséquences inattendues. Cela ne signifie pas qu'il existe un seul responsable. Cela signifie que le système, dans son ensemble, participe à ce processus. Et cela inclut tous les niveaux. Les institutions, les gouvernements, les marchés, les individus. Chaque petite décision, chaque choix quotidien, chaque adaptation faite pour gérer le présent contribue, d'une certaine manière, à façonner l'avenir. Et c'est précisément pour cette raison que l'idée selon laquelle là-bas il n'y a rien à faire peut être trompeuse. Non pas parce qu'il existe des solutions faciles, mais parce qu'il existe au moins un point de départ. La conscience. Reconnaître les schémas. Identifier les dynamiques. Comprendre les conséquences. Sans cela, toute tentative de changement devient superficielle. Il existe une phrase implicite tout au long de cette réflexion. Que la vérité en elle-même a de la valeur. Même si elle ne résout pas immédiatement le problème. Même si elle n'apporte pas de réconfortant. Même si elle n'offre pas d'espoir clair. Dire la vérité dans ce contexte n'est pas un acte de dénonciation. C'est un acte de responsabilité. Envers les générations futures. Envers ceux qui vivront encore les conséquences de ces décisions. Parce que, s'il y a bien une chose que l'histoire montre de manière répétée, c'est que les sociétés qui ne parviennent pas à reconnaître leurs propres erreurs ont tendance à les répéter. Et souvent, de manière plus intense. Mais il existe aussi une autre lecture possible. Moins déterministe. Moins fataliste. Celle selon laquelle l'effondrement, lorsqu'il se produit, n'est pas seulement destruction. C'est aussi transformation. Les systèmes qui deviennent insoutenables finissent par céder la place à de nouvelles structures. De nouvelles formes d'organisation. De nouvelles idées. De nouvelles valeurs. Le problème est que ce processus n'est pas linéaire. Ni indolore. Il implique des ruptures. De l'incertitude. Une reconfiguration. Et durant cette période, le sentiment dominant n'est pas celui du renouveau. C'est celui de la perte. Peut-être alors que la question doit être reformulée. Pas seulement à éviter l'effondrement UE, mais yoga, comment traverser ce processus avec le moins de destruction possible. Et cette question n'a pas de réponse unique. Mais elle pointe vers une direction. La nécessité de reconstruire. Reconstruire la confiance.
reconstruire le sens, reconstruire la coopération. Des éléments qui ne peuvent pas être imposés. Ils doivent être reconstruits progressivement. Et bien souvent, localement. À petite échelle. Dans les communautés. Dans les relations directes. Dans les espaces où il est encore possible d'établir des liens réels. Parce que, dans les systèmes complexes, les grands changements commencent rarement au sommet. Ils émergent aux marges. Au final, peut-être que le scénario présenté ici n'est pas une sentence définitive, mais une invitation. Une invitation à une observation plus attentive, à une réflexion plus profonde, et surtout, à la volonté d'affronter l'inconfort qui accompagne la compréhension. Parce que comprendre est le premier pas, même lorsque agir n'est pas encore possible, même lorsque les réponses ne sont pas encore claires. Et peut-être est-ce précisément là que tout commence. Ce n'était qu'une des nombreuses énigmes qui ont traversé les siècles. À travers le monde, il existe des villes perdues, des manuscrits indéchiffrables et des événements historiques qui défient encore notre compréhension. Certains de ces mystères commencent à être révélés. D'autres restent totalement inexpliqués. Et dans le prochain documentaire, nous explorerons l'une de ces énigmes qui continuent d'intriguer les historiens aujourd'hui. Car lorsqu'il s'agit de l'histoire de l'humanité, il existe toujours un nouveau secret à découvrir. History Secret. Car certains secrets de l'histoire attendent encore d'être révélés.